Bonjour et bienvenue dans ce numéro du 7-8 l'hebdo. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité de la semaine dans les Yvelines, le sommaire de ce vendredi 11 octobre. 28 000 élèves ont bénéficié du plan de déploiement numérique scolaire lancé par le département des Yvelines, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et l'Académie de Versailles. L'officialisation du projet a eu lieu ce vendredi 11 octobre. France, veux-tu encore de tes paysans? C'est la question que posent les agriculteurs en colère. Des conditions d'exercice de plus en plus difficiles, une sensation d'agribashing avec les mesures anti-pesticides. Nous reviendrons sur ces problématiques avec un éleveur yvelinois déjà dans une pratique sans produits chimiques. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines parmi les zones test pour la 5G, un 3e salon Itonomie aux Mureaux et une découverte du monde de la bulle au travers d'un atelier BD avant l'ouverture du festival de la bande dessinée de Buc. Retour sur ce qui a marqué la semaine dans le département. Et le lancement ce vendredi du plan de déploiement numérique scolaire à Saint-Quentin en Yvelines. Ce projet s'inscrit dans le cadre du contrat Yvelines Territoire de l'agglomération. Les 204 écoles élémentaires et maternelles saint-quentinoises vont pouvoir bénéficier de tablettes, d'espaces numériques de travail ou encore des solutions de projection interactive. Le département a contribué à ce projet à hauteur de plus de 3,7 millions d'euros, ce qui représente la moitié du montant total. Jean-Michel Fourgousse et Pierre Bédier au micro d'Aurélie Ronze. Le monde a changé, l'école doit changer. Le monde du travail, vous passez quasiment 80% de votre temps avec des outils numériques. Bien sûr qu'on doit adapter l'école à cette évolution des techniques. C'est une révolution par la démocratisation de l'enseignement, parce que ça permet à tous les milieux, à tous les enfants, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur niveau, de pouvoir être mis à égalité. Un partenariat confirmé, la Cité des métiers et l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ont signé ce vendredi une convention. L'AFPA aura dorénavant des permanences hebdomadaires pour recevoir du public dans l'établissement saint-quentinois. La Cité des métiers, qui accueille environ 500 personnes par mois, sera aussi présente lors des événements de l'Agence nationale. Le président de la Cité des métiers et le directeur de l'AFPA au micro de Mélanie Poquet. Le public que l'on reçoit, c'est un public essentiellement de salariés qui cherchent à rebondir sur son métier, à changer de filière, puisque aujourd'hui on sait qu'on changera de métier 3 ou 4 fois dans sa vie. Et donc pour ce fait, on a besoin d'avoir des accompagnants, des partenaires qui nous soient fidèles au sein de la Cité des métiers. Au niveau des demandeurs d'emploi, des salariés qui veulent se reconvertir, mais aussi au niveau des entreprises. Faire de la promotion de la cité auprès des entreprises et ainsi répondre aux besoins en compétences des entreprises. Il y a un gros besoin aujourd'hui de recrutement au niveau des entreprises. Élèves de primaire, collégiens, lycéens, mais aussi adultes, testez votre niveau d'orthographe. Samedi se déroule une dictée pour tous au château de Versailles. Ce championnat de dictée géante en possède 237 à son compteur. Samedi, elle sera lue par l'animatrice Maïtena Biraben et l'humoriste Gad Elmaleh. Cette dictée pour tous est organisée par l'association Force des Mixités et l'association Nouvelle du Vivre Ensemble. Le thème, la citoyenneté. Plus de 1000 jeunes sont attendus dans la demeure du Roi Soleil. Annick Bouquet, présidente de l'association Nouvelle du Vivre Ensemble, nous donne des indications au micro de Manon Varaldo et Aurélie Ronze. On va donner une autre image de la dictée, une autre image que moi-même enfant, c'est quelque chose que je détestais, comme beaucoup d'élèves, mais je pense que là, on le fait de façon ludique, donc c'est une façon de s'approprier la dictée de façon amusante dans un cadre magnifique, et puis de s'approprier les mots, s'approprier les phrases. Nous, on veut sensibiliser à ces beaux lieux culturels, à cette histoire qui est commune à tous, et puis cette langue qui est propre à tout le monde et qui est magnifique. L'ancien centre de tri de la Poste de mon voisin le Bretonneux deviendra un ensemble résidentiel de 18 logements. Jeudi 10 octobre, les représentants d'Horizon Asset Management et l'agence des Yvelines de CDC Habitat ont posé la première pierre de cette résidence Cœur Bérénice. Plus de 1200 mètres carrés dont les travaux commenceront courant octobre pour une livraison prévue premier trimestre 2021. Ces appartements sont cédés au bailleur CDC Grand Paris Habitat. Les 12 autres sont destinés à l'accession à la propriété. 70% d'entre eux ont déjà été réservés. Le premier prix commence à 226 000 € l'appartement. On écoute Arnaud Monet au micro de Mathilde Demilly.
La problématique du logement, c'est d'abord une problématique de localisation et donc de rechercher des actifs qui permettent de créer du logement sans augmenter l'artificialisation des sols et en redensifiant les centres-villes. Donc forcément, dès qu'on se situe au niveau d'un bureau de poste, on sait qu'on a à peu près tous ces atouts en main pour pouvoir construire une opération intelligente et surtout répondant à un besoin des populations. Les agriculteurs étaient mobilisés mardi pour bloquer plusieurs grands axes routiers dans les Yvelines. Un slogan affiché « France, veux-tu encore de tes paysans ?» pour dénoncer leur mal-être. Plusieurs points de blocage, dont une douzaine de tracteurs au péage de Saint-Arnoux. Ils répondaient à l'appel du syndicat FNSEA et des jeunes agriculteurs. Mathilde Demilly a rencontré l'un d'entre eux. Aujourd'hui, en fait, on est venu en tracteur pour bloquer le péage de Saint-Arnoux. Donc c'est plus une action de coup de force que d'embêter réellement la population, parce qu'on fait ça de 11h à 14h. Et en fait, c'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, on veut nous imposer des bandes qui ne sont pas cultivées, enfin non cultivées au bord des habitations. Alors si on utilise vraiment des produits qui sont dangereux, très bien qu'on nous les enlève. Déjà, on utilise 10 fois moins de produits dangereux qu'il y a 10 ans. Et à côté de ça, on importe des produits qui viennent du Brésil. Le Brésil a autorisé 50 nouvelles substances chimiques en juin, mais personne ne dit rien. Tout le monde est content de manger ces produits dégueulasses qui arrivent de l'étranger, et nous, on n'arrive pas à vendre nos produits qui sont sains aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on fait un coup de force aujourd'hui. C'est un coup de force national. Tous les autoroutes, normalement de Montpellier jusqu'à Lille, sont bloquées. Donc j'espère que l'État va nous entendre et qu'on aura un nouveau message. Alors on l'a entendu, leur principale revendication porte sur l'épandage des pesticides. À partir du 1er janvier 2020, la loi instaure des mesures de protection comprenant des zones de non-traitement entre 5 et 10 mètres des habitations voisines des terres cultivées. Cette demande est basée sur les préconisations scientifiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Pour les agriculteurs, cela représente un manque à gagner important et la mesure est jugée trop rapide. Éric Sanso, vous êtes avec nous, vous êtes agriculteur à Haut-Fargis. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes déjà dans une agriculture dite moderne et sans pesticides, donc vous n'avez pas participé à cette mobilisation. Est-ce que vous comprenez vos confrères ? Je les comprends tout à fait. C'est pas facile de lutter contre des pays qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Quand on voit qu'arrive du Canada de la viande qui est essentiellement élevée en feedlots, ou quand arrive le colza canadien, qui est un colza OGM qui va venir concurrencer notre colza, ils n'ont pas les mêmes règles, ils n'ont pas la même fiscalité non plus. En France, on sait que le coût du travail est très important. Donc effectivement, ils se retrouvent avec une concurrence qui est déloyale. Quand on est même au travers de l'Europe face à des pays comme les pays de l'Est où la main-d'œuvre coûte très peu d'argent, on part avec un handicap. Après, je comprends aussi les populations aujourd'hui qui veulent se prémunir des risques sanitaires, enfin des risques de perturbateurs endocriniens ou de produits polluants qu'on sait plus ou moins cancérigènes. Donc il faut arriver à allier les deux. Et je pense qu'il faut surtout donner une possibilité aux agriculteurs aujourd'hui d'une nouvelle vision. Pas de cette vision héritée des années 50 où il fallait produire à tout prix, à tout crin, sur des sols qui n'avaient jamais été traités, donc qui répondaient très bien. Aujourd'hui, les sols, ils ont subi quand même des années de traitement. Les matériaux sont de plus en plus lourds. On rentre dans des champs avec des tracteurs de plus en plus lourds. On écrase la terre. On démolit malheureusement la vie souterraine. Et quand on sait qu'un terrain qui n'est pas traité, qui vit de façon naturelle, qui vit, le vivant du sol, on retrouve jusqu'à 900 trous de vers de terre au mètre carré, des vers de terre qui descendent à 2,50 m, voire 3 mètres de profondeur. Donc quand arrive la pluie, ils permettent à l'eau de s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques. Et puis, a contrario, quand on a des périodes de sécheresse très importantes, eh bien, par capillarité, l'eau va remonter et va nourrir la plante qui elle-même, par les trous, a réussi à descendre ses racines dans la terre. On va redonner la vie à la prairie. La prairie, c'est hydrorégulateur, ça évite les inondations l'hiver. Et puis, ça permet de nourrir toute une faune, toute une flore. On peut refaire du miel, on peut refaire de l'élevage bovin, on peut refaire de l'élevage ovin, on peut faire mille et une choses. Mais après, c'est une question de choix. Donc, dans quelle direction voulons-nous aller ?
Justement, on parle d'agribashing. Les agriculteurs en ont marre de se sentir un peu stigmatisés finalement par certains habitants, certains militants. Comment on fait pour recréer un peu ce lien entre l'agriculteur et le consommateur finalement ? Alors, il y a beaucoup plus d'agriculture en province que dans les grosses villes. Donc, on reste sur des petites bourgades avec des maires qui sont souvent issus du monde agricole. Je pense que ce lien avec le maire, il faut le conserver. Il faut discuter avec le maire. Et puis, il faut que le maire, il informe la population. Il y a des choses qui, à mon avis, ne doivent plus être faites. Et il y a des choses qui doivent être diminuées progressivement. Il faut donner les moyens aussi aux agriculteurs de changer et d'expliquer ce qu'ils font. Mais c'est vrai que si on se met de la part du citoyen, on a acheté une petite maison en bordure d'un champ, on voit un gars arriver avec un gros tracteur qui traite, qui balance des produits chimiques, ça sent mauvais, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un produit complètement naturel ? Est-ce que c'est un produit 100% chimique ? Aujourd'hui, les produits phyto, ils sont tellement légers que dès qu'il y a du vent, ils peuvent être déplacés à des kilomètres. Donc en fait, quand on dit on va faire une barrière de 5 ou 10 mètres, c'est totalement ridicule. On le sait très bien, c'est un truc qui est sorti comme ça, un peu du chapeau au dernier moment. Je crois qu'il faut plus de concertation. Les agriculteurs sont les premiers à vouloir expliquer leur métier, surtout les agriculteurs qui ont des petites structures, ils sont près de leur terre, ils vivent dedans, ils n'ont pas envie d'avoir des cancers, ils n'ont pas envie en général que la nature soit maltraitée. On change de thématique. L'été est particulièrement ensoleillé et sec, ce qui arrange les touristes en vacances, mais pas les agriculteurs au champ. Le préfet des Yvelines avait placé le département en alerte sécheresse en juillet dernier. Les restrictions avaient été allégées le 21 août pour être reprises le 11 septembre. Ce mercredi, le niveau a été baissé au seuil de vigilance. Comment s'adapter à ces états de sécheresse qui reviennent de façon récurrente aujourd'hui ? Alors là, c'est un véritable changement, c'est un bouleversement qu'il faut entreprendre. Pour ma part, sur la ferme de la Petite Hogue, nous avons replanté au fur et à mesure des années, évidemment, sur 30 ans, 150 000 arbres pour recréer un paysage bocager. Il y a des aides. Aujourd'hui, le parc naturel régional de la Vallée-de-Chevreuse aide à replanter les arbres. On a des aides réelles. Il faut absolument recréer des haies. Pourquoi ? Parce que la haie, elle permet de fixer l'eau, elle permet de donner de l'ombre, elle coupe le vent. Parce que quand il fait chaud et qu'en plus il y a du vent, ça dessèche tout. Il faut refaire plus de prairies. On a besoin de prairies. On importe tout notre miel. Alors autant avoir des prairies miellifères qui vont permettre de faire du miel. On parle du méthane dégagé par les vaches. Oui, quand elles sont élevées en feedlot, c'est-à-dire quand elles sont des milliers dans des parcs à qui on file de l'ensilage de maïs, du tourteau de soja OGM, enfin tout un tas de saloperies qu'elles ne devraient pas manger, puisque une vache c'est herbivore à la base, donc il faudrait leur donner de l'herbe et du foin. Donc quand elles sont nourries de façon naturelle, elles sont peu nombreuses, elles n'ont pas de choses qui fermentent dans leur ventre, et elles ont beaucoup moins quasi pas de dégagement de méthane. Au contraire, ça devient des puits de carbone et non pas des émetteurs de carbone. Eric Sanso, vous restez avec nous. Mardi avait lieu une autre manifestation dans plusieurs grandes villes de France, les retraités. À l'appel de l'intersyndicale de 9 organisations différentes, ils se sont mobilisés. Principale revendication, une revalorisation des pensions avec notamment une réindexation sur l'inflation et la suppression de la contribution sociale généralisée CSG. Dans les Yvelines, la CGT a répondu présente. Des bus sont partis de Poissy et Mantes-la-Jolie direction Paris. Les autres ont emprunté le Transilien. Nous étions avec l'Union locale de Trappes avant le départ. D'abord, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Depuis 5 ans, les retraités n'ont pas été augmentés ou quasiment pas augmentés. Le deuxième point, c'est que les retraités revendiquent également la gratuité des transports. On considère que quand on est en activité, 50% est pris en charge, mais l'essentiel des problèmes des retraités, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et sur les 240 000 retraités qu'il y a dans les Yvelines, je peux vous assurer qu'il y a au moins 30% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors, les agriculteurs à la retraite aujourd'hui bénéficient d'un régime spécial avec une retraite de base de la mutuelle sociale agricole et un complément auprès du régime Agirc-Arrco avec un système de points. Aujourd'hui, ils touchent en moyenne 757 € par mois. C'est une retraite qui est difficile pour les agriculteurs. C'est impossible, 750 € par mois pour vivre aujourd'hui, c'est impossible. Je crois que la retraite d'un agriculteur consolidé, elle est aux alentours de 900 €. Ça, c'est pour l'agriculteur, parce qu'en général, il est marié, sa femme, elle touche rien, donc ils vont être 2 à vivre là-dessus. Non, c'est tout à fait impossible. Puis on ne peut pas parler de feignant, un agriculteur, il bosse 12-14 heures par jour. Non, il faut, si vous voulez, l'agriculture, ça doit bénéficier d'un système spécifique, comme il peut y avoir
chez certains fonctionnaires qui ont des aides. Et puis souvent, ils ont commencé en étant aide familiale, donc ils ne cotisaient pas. Après, pour faire un complément de retraite, les agriculteurs vendent leur structure à leurs enfants. Ils vendent ça évidemment le plus cher possible parce que sinon ils peuvent pas vivre à la fin de leur vie. Donc les gamins, ils commencent avec un poids sur le dos financier qui est énorme. Et puis comme ça arrive souvent, parce qu'on a quand même beaucoup de décès dans l'agriculture, c'est pas la profession de gens qui vit la plus vieille, loin de là. Si jamais ils meurent avant d'avoir pu céder leur fonds de commerce, c'est-à-dire qu'il y a directement un système de succession avec des bâtiments qui sont survalorisés. Les gamins, ils peuvent pas payer les droits de succession, ils ont 6 mois pour les payer, ils peuvent pas vendre, et voilà, et les agriculteurs disparaissent au fur et à mesure, au profit d'une agriculture industrielle dans laquelle personne ne va être gagnant, sauf quelques très très grosses familles ou groupes industriels. Donc non, la retraite des agriculteurs, c'est une misère. Merci Éric Sanso d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes éleveur à Haut-Fargis, à la ferme de la Petite Hogue. Merci Marie-Laine. On fait un saut dans le temps pour revenir sur une autre manifestation. Le week-end dernier, 74 500 personnes, selon un organisme de comptage indépendant, 600 000 selon les organisateurs, se sont réunis à Paris contre le projet de loi ouvrant la PMA à toutes les femmes. À l'origine de cette contestation, un collectif, la Manif pour tous, qui déjà en 2013 s'opposait à la loi ouvrant le mariage pour tous. C'est votre rubrique « Ça s'est passé ». La rue. Les manifestants contre le mariage pour tous l'ont envahi en nombre samedi dernier, date de l'adoption par l'Assemblée nationale du premier article de la loi incriminée. 15 000 manifestants selon la police, 22 000 selon les organisateurs. Le rassemblement à Versailles était d'ailleurs le plus important au niveau national. Parmi eux, des responsables des différentes communautés religieuses, car leurs croyances ne seraient pas compatibles avec le mariage pour tous. Pour nous, on va dire qu'il y a 2 types d'orphelins. Il y a l'orphelin qui émane de la tragédie humaine, il a perdu son père, il a perdu sa mère, et il y a l'orphelin, le nouvel orphelin que l'institution française va pondre aujourd'hui, c'est l'institution violente de la Constitution, à savoir que l'enfant va demain chercher son père ou sa mère selon les cas, il ne va pas le trouver. Au-delà du mariage homosexuel, c'est donc surtout la question de l'enfant qui mobilise. Les communautés musulmanes, catholiques et protestantes refusent le droit à l'adoption par les couples homosexuels et craignent d'éventuelles dérives. Je suis là parce qu'on sait très bien que cette loi, une fois qu'elle sera votée, eh bien, ouvrira la voie à la procréation médicalement assistée pour les femmes. Et logiquement, par égalité des droits, les hommes demanderont la gestation pour autrui. Et là, dans les 2 cas, on est dans l'adoption qui n'est pas une vraie adoption et on est dans la marchandisation du corps humain. La circulaire de Mme Taubira est la preuve par 9, malgré tous ces mensonges, que la GPA est au programme. C'est évident. Le gouvernement a cependant rappelé la semaine dernière que la gestation pour autrui n'était pas à l'agenda du quinquennat. Peu convaincus, 8000 croyants et laïcs ont signé en marge du rassemblement une pétition nationale lancée par le maire d'Hiver Droite du Chesnay, Philippe Briot. Si le nombre de 500 000 signataires est atteint, le Conseil économique, social et environnemental devra étudier la recevabilité de la loi. Au Vélodrome national, la vitesse ne sera plus seulement sur la piste. Le site sportif vient d'être retenu par le gouvernement comme lieu expérimental de la 5G. 10 autres projets à travers la France vont être équipés pour tester un débit ultra rapide. Les explications de Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Au Vélodrome national, les épreuves sportives pourraient se vivre différemment. Le site saint-quentinois va expérimenter la 5G. C'est pour le Vélodrome, mais ce n'est pas dédié exclusivement, puisqu'il y a déjà des entreprises qui ont des projets adjacents autour du Vélodrome qui vont pouvoir tester par exemple des éléments de sécurité. Je pense à Airbus, je pense à d'autres entreprises. L'agglomération a porté une candidature en partenariat avec Airbus, Nokia, France Télévisions et Qualcomm, une société américaine de technologie mobile.
On pourrait avoir en temps direct sur son téléphone des exemples, l'avatar des cyclistes avec leur nom, leurs caractéristiques, toutes leurs données instantanées qui soient sur son téléphone en même temps que le téléspectateur pourrait regarder la course. Un débit multiplié par 10, un temps de latence divisé par 10. 11 sites français ont été sélectionnés suite à l'appel de l'ARCEP, le régulateur des télécoms français. Pour le moment, on ne l'a pas testé et donc il faut tout construire. Il faut construire à la fois les technos, mais il faut construire aussi les modèles d'affaires pour s'assurer qu'économiquement, les intuitions sont justes. Et pour faire ça, il faut un bac à sable qui soit protégé, ouvert, où tout le monde peut avoir accès et qui permette de tester. Pendant 3 ans, les projets expérimenteront la bande de fréquence 26 GHz, une première en France. En point de mire pour le Vélodrome, les JO de 2024. De la technologie toujours, avec le 3e salon Itonomie qui s'est tenu mercredi et jeudi au campus des Mureaux. L'événement est dédié à l'innovation pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Plus de 100 exposants étaient présents sur place, start-up, associations, organismes de formation pour proposer de nouvelles solutions sur l'autonomie. Une vingtaine d'ateliers et de conférences animés par des experts étaient également au programme. Les propos recueillis sur place par Manon Varaldo et Patrick Jacques de Dixmude. Autonomie a été créée, d'abord on a créé InVie, et InVie c'est de gérer un peu le centre entre les entreprises, les structures de formation, les patientèles et les futurs employés. Et à partir de là, à partir d'InVie, on a réfléchi complètement sur tout le problème du grand âge et tout le problème de l'autonomie. Et à un moment donné, nous sommes dit, pourquoi, il y a 3 ans, nous n'ouvrirons pas un salon de l'autonomie, et notamment avec comment le numérique pourrait être utile pour les notions de dépendance et de grand âge. Vous pouvez retrouver une édition spéciale du 7-8 Société dédiée à l'autonomie des personnes âgées et à mobilité réduite sur notre site internet et notre application mobile. Le 26e festival de la bande dessinée de Buc, c'est ce week-end. Tout autour, différents ateliers ont été organisés. Parmi eux, une création de BD avec des personnes condamnées et suivies par la justice. C'est Eroc, l'auteur des profs, qui a dirigé cette opération. Reportage d'Aurélie Ronce. La bonne ambiance est au rendez-vous pour cet atelier de bande dessinée un peu particulier. Les 5 participants sont des personnes condamnées et suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Yvelines. Cette opération a lieu dans le cadre de la 26e édition du Festival de Buc consacré au 9e art. Le but, c'est vraiment de travailler ensemble, de découvrir une activité qu'on ne connaît pas forcément et puis de pouvoir se dépasser aussi. Être dans la confiance en soi, le dépassement de « je ne connais pas, mais je peux y arriver ». Les participants ont eu 2 jours pour imaginer une bande dessinée. Comme l'année dernière, c'est le dessinateur Eroc à qui l'on doit notamment la série Les Profs qui a conduit cet atelier. C'est un milieu qu'on ne connaît pas, c'est un type de public qu'on ne connaît pas non plus, parce que nous on fait des interventions scolaires, on va dans les écoles, les médiathèques. Là c'est intéressant déjà de travailler avec des adultes, ce que j'avais jamais fait moi avant l'année dernière. Ce que je trouve très sympa, c'est que chacun s'entraide, chaque participant donne un coup de main sur le dessin de l'autre. Pour ce petit groupe placé sous main de justice, cette activité a lieu dans le cadre d'un module de réinsertion. Je dessine énormément, oui. J'adore le dessin, donc tout ce qui est activité manuelle aussi, donc j'adore ça. Il prend son temps pour nous expliquer les bases, les conseils, comment on peut faire, etc. J'ai eu un prof qui était excellent, franchement, j'ai passé un agréable moment. Il m'a donné des conseils pour le fond, pour faire plus des reliefs, pour faire plus de la distance. Toutes les œuvres vont être réunies et seront exposées lors de la 26e édition du Festival de la BD à Buc. Un peu de sport maintenant avec la marche nordique. Notre journaliste Mélanie Poquet s'y est essayée juste avant l'édition de la Nordique Royale. Reportage, vous le regardez. C'est un sport venu tout droit des pays nordiques, pas besoin de beaucoup de matériel pour le pratiquer, juste des bâtons. La marche nordique, allons la découvrir. Bonjour Armelle. Bonjour Mélanie. Quels sont les bienfaits de ce sport ? Eh bien, c'est une marche dynamique qui se pratique dans la nature, le plus souvent dans les parcs et forêts environnants, ici à Versailles. Il y a besoin d'un grand niveau ou c'est adapté à tout le monde ? C'est adapté à tout le monde. Il faut être en forme, il y a quelques petites contre-indications si on a des problèmes de tendinite, mais sinon, c'est ouvert à tout le monde. Eh bien, on peut le découvrir ? Bien sûr. J'imagine, on voit les participants, on commence par un échauffement, c'est ça ? Bien sûr. Alors c'est parti. Ça réchauffe et ça réveille.
est très agréable parce qu'on sent que tout se réchauffe petit à petit. J'attends de voir la marche. Un échauffement nécessaire de tout le corps, la marche nordique sollicite jusqu'à 90% de nos muscles. Armelle, nous voilà bien échauffés. On va partir sur la marche, mais on a des bâtons. J'imagine qu'il y a une manière spéciale de s'en servir. Oui, tout à fait. Le bâton nous sert à nous propulser. Donc pour ça, c'est important de lancer son bras vers l'avant. Le bras est plutôt tendu. Passage de hanche et ensuite on va planter le bâton derrière. Et on a toujours un bras et une jambe opposée. Et le bâton se plante derrière la fesse. D'accord. Sport très convivial, la marche nordique se pratique idéalement en groupe. Grâce au bâton en carbone, un marcheur peut atteindre 6 km/h. Très vite, la marche devient naturelle. Alors si vous aussi vous voulez essayer, une séance d'initiation est prévue le dimanche 13 octobre à 10h30 et ça commence dès l'âge de 16 ou 17 ans. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se quitte sur des images d'un soigneur animalier dont le portrait est à retrouver sur notre site internet. Bon week-end sur TV78.